Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Authentiques Auto. Elle fête ses 40 ans cette année. Elle aurait pu ne jamais porter le badge Peugeot, mais le blason Talbot à la place. Et pourtant, la Peugeot 309 a su se tailler une place dans la gamme Peugeot de l'époque. Bien qu'étant restée un petit peu en retrait derrière l'iconique 205, elle aura participé à sa façon à l'assainissement des finances du Lyon dans la deuxième moitié des années 80. Et aujourd'hui, j'aimerais vous raconter son histoire en vous présentant ici un sublime exemplaire dans la finition haut de gamme GT, peinture Griftura, état exceptionnel et quelques accessoires d'époque, modèle phase 2 ici de 1991. Pour cette vidéo aujourd'hui, je tiens à remercier chaleureusement mon ami Adelin, un habitué de la chaîne, un fanatique de Peugeot. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller voir son Instagram et sa magnifique collection. Aujourd'hui, il me fait à nouveau confiance pour que je présente pas n'importe quelle voiture, mais sa première voiture, celle de ses 18 ans, la Peugeot 309. La vidéo du jour est sponsorisée par Ovoco et si je me trouve aujourd'hui avec ma petite Twingo, eh bien c'est pas par hasard, au contraire, c'est la petite voiture pour laquelle vous auriez typiquement besoin des services d'Ovoco. En effet, une Twingo, c'est facile à bricoler. Et il y a toujours un petit truc à changer, que ce soit mécanique, une opération simple, ou bien cosmétique si vous avez besoin d'éléments extérieurs ou intérieurs. Et c'est là qu'Ovoco entre en jeu puisque c'est la plus grande marketplace de pièces détachées d'occasion en Europe. Et leur point fort, c'est qu'ils rassemblent sur un site internet des milliers de casses partout en Europe, ce qui fait que vous pouvez aller chercher des pièces qui sont parfois difficiles à trouver, même sur des Twingo. Sur leur site actuellement, ils ont plusieurs dizaines de millions de pièces qui sont disponibles, donc vous avez vraiment l'embarras du choix. Les pièces sont livrées chez vous et vous avez 14 jours pour vous faire rembourser. Donc c'est sans stress si jamais vous commandez la mauvaise pièce par exemple. La bonne nouvelle, c'est que je vous ai obtenu un code promo. Vous avez 15% de réduction sur les frais de livraison Ovoco avec le code qui s'affiche ici. Et n'oubliez pas, si vous voulez en profiter, eh bien vous utilisez ce lien affilié. Merci beaucoup à Ovoco pour leur confiance aujourd'hui et je vous souhaite une bonne vidéo. Pour comprendre d'où vient la Peugeot 309, cet ovni au nom numérique qui sortait de la nomenclature d'alors, il faut se pencher sur l'histoire de PSA au tournant des années 80. Rappelez-vous, on en a parlé dans la vidéo de la Talbot Horizon que j'avais essayé, qui est à Adelin dans ces mêmes paysages magnifiques. Peugeot a récupéré la filiale France de Chrysler Simca, qui devient Talbot en 1979. Or, la marque Peugeot commence à mal se porter à la fin des années 70. La 305 peine à convaincre face à la Renault 18. La Peugeot 104 est assez vieille puisqu'elle date du début des années 70. Face à la concurrence, c'est pas génial. Et puis Talbot ne se porte pas bien non plus. L'Horizon voit ses ventes chuter en 1980 par rapport à 79. Ça rechute en 81, ça rechute en 82. La gamme 1300 et 1500 ne se vendent pas bien non plus. Bref, c'est un peu alerte rouge, les compteurs sont dans le rouge. Et d'ailleurs, Peugeot, en 1982, perd 2 milliards de francs. Il faut absolument se ressaisir. Et le plan de relance, le plan de reconquête des parts de marché va passer d'abord par le projet M24 qui va aboutir à la future 205 en 1983. C'est un projet qui, bien sûr, est crucial et on connaît l'impact de la 205 dans l'histoire du sauvetage de PSA. Mais ce n'est pas uniquement ça, puisqu'on va aussi vouloir remplacer la Talbot Horizon par une voiture compacte. C'est d'autant plus important qu'en 1981, le grand rival Renault lance la gamme 9 et la gamme 11, qui sont tout de suite un grand succès. Première étape, on nomme un nouveau PDG, c'est Jacques Calvé qui est appelé à la rescousse et qui succède à Jean-Paul Parère. Puis, on lance un nouveau slogan qui apparaît avec le restylage de la 305 fin 82. C'est un constructeur sort ses griffes, un slogan impactant qui joue bien sûr sur le côté lion, l'ADN animal de Peugeot. Et donc, troisième étape, le lancement du projet M28 qui sera la remplaçante de la Talbot Horizon et qu'on commence à vouloir appeler Talbot Arizona. Puisqu'il faut bien se dire qu'à l'époque, et avant le lancement en 1985, la voiture, c'était une Talbot, c'était pas du tout une Peugeot. Et c'est ça qui est intéressant, puisque la 309 ne deviendra Peugeot 309 que quasiment juste avant sa sortie en fait. On sait qu'elle doit s'insérer entre la 305 qui fait 4,26 m, qui est une berline tricorps traditionnelle, et la 205 qui fait 3,70 m, qui fera 3,70 m. Et la M28 s'inspire des études notamment aérodynamiques de la Peugeot Vera en 1981. C'est une 305 complètement recarrossée pour avoir un super CX, consommer moins, tester de nouvelles solutions techniques. Et c'est le designer Gérard Velter qui est aux manettes pour le style extérieur. Le style intérieur, lui, sera confié à Paul Bracq, avec pour objectif d'avoir une voiture qui, malgré sa petite taille de 4 mètres, doit inspirer quand même la robustesse, la fiabilité, le sérieux. Une voiture qui potentiellement peut être la première voiture d'un foyer, une familiale plus grande que la 205. Le design se cherche un peu, on ne sait pas si on va faire du tricorps, si on va faire du bicorps, du moitié-moitié.
Et c'est finalement la solution moitié-moitié qui va être reprise, puisque ce sera une berline à haillons avec une assez originale bulle arrière qui va rappeler du coup les études aérodynamiques du projet Vera. Lorsqu'on arrive à la fin de la première moitié des années 80, le constat est clair, Talbot ça ne va pas du tout, il va falloir enterrer la marque pour faire des économies, et la C28 va être basée sur la plateforme de la 205 qui sera allongée pour en faire une petite compacte à moindre coût. Et ça tombe bien de la transformer en Peugeot, puisqu'on a besoin de combler le vide entre la 305 qui est une berline familiale 4 portes, très classique, 4,26 m, et la 205 qui sera une petite voiture de ville, une segment B, comme on appelle ça aujourd'hui, qui fait 3,70 m. Alors pourquoi Peugeot 309? Eh bien, quand il a fallu renommer la voiture, on ne pouvait pas l'appeler 306. C'était trop tôt, sachant qu'il restait encore 2 séries 5 à lancer, la 405 en 1987 et la 605 en 1989. Le 6, c'était beaucoup trop tôt, et d'ailleurs ça viendra 10 ans plus tard. Donc 306, on ne peut pas. Mince, le 300 est déjà utilisé pour la 305. On ne va pas utiliser le 400 non plus, puisque justement c'est la 405 qui utilisera le 400. Donc Peugeot se décide de la renommer 308. Comme ça, il se donne un petit peu de temps par rapport à la future série D8. Mais allez savoir pourquoi, au dernier moment, vraiment dans les derniers mois juste avant le lancement, il décide finalement de la baptiser 309. Et d'ailleurs, on n'aura jamais de série 9 chez Peugeot, puisqu'aujourd'hui on s'est arrêté au 8. Donc Peugeot a un peu brisé cette tradition de monter d'un cran à chaque fois. Donc la 309 restera à jamais, en tout cas pour l'instant, l'unique représentante de la série 9 chez Peugeot. Et ce positionnement un petit peu bâtard dans la gamme, ça traduit bien du fait qu'elle ne vienne pas de chez Peugeot à la base, mais plutôt de chez Talbot, qu'elle a été rebadgée, etc., etc. Mais rassurez-vous, c'est une vraie Peugeot pur jus, et d'ailleurs, elle bénéficie à son lancement, certes, de 2 moteurs Simca, mais c'est pour les entrées de gamme, mais surtout des nouveaux moteurs XU, qui sont des purs produits PSA. La plateforme, c'est un pur produit PSA. Et d'ailleurs, notez que c'est la deuxième Peugeot de l'histoire à être conçue sur ordinateur avec la 205. Donc elle partage évidemment pas mal de choses avec sa petite sœur, à commencer donc par la plateforme, on l'a dit, le train arrière, le train avant et les 4 portières. Si au tout début de son lancement, la 309, forcément elle fait beaucoup parler dans la presse, elle perd un petit peu les clients, etc. par son positionnement, bien vite on se rend compte qu'elle a de très bonnes qualités, elle s'insère parfaitement dans la gamme Peugeot, et c'est une bonne voiture, bien née, bien construite. Donc elle aura une carrière honorable, certes, beaucoup en dessous des R9, R11, mais quand même plus de 1 600 000 exemplaires. Ça en fait une très belle carrière. Pour avoir déjà un petit peu roulé avec et m'être penché un petit peu sur cet exemplaire-là, oui, effectivement, la 309, c'est une très bonne auto, et même qu'on peut la trouver assez jolie. Le point qu'il faut noter avec notre exemplaire du jour, c'est qu'il s'agit d'une phase 2, lancée en 1991, et donc qu'elle est vraiment harmonisée avec la gamme Peugeot, notamment cette calandre à 3 barrettes qui ressemble un petit peu à celle de la 205, alors que la 305 phase 1 avait une calandre vraiment spécifique, et puis les feux arrière également que je vais vous montrer dans une seconde. Donc elle est beaucoup plus proche d'une Peugeot que d'une Talbot, mais elle reste néanmoins avec une sacrée personnalité. Alors certes, on reconnaît effectivement la cellule centrale de 205, les portes caractéristiques, mais pour le reste, c'est une partie arrière qui est complètement inédite, et donc avec cette forme de haillon, avec une bulle, moitié 3 volumes, mais pas une bulle non plus qui va complètement au bout comme sur la R11. On a quand même un couvercle de malle qui est plutôt plat. Et finalement, ce style qui avait été considéré un peu comme vilain petit canard à l'époque, moi je suis désolé, je trouve qu'il a vraiment bien vieilli. Et la 309 est très équilibrée avec ses 4 mètres. Alors voilà ce que je vous disais, donc les feux ici, qui pareil sont vraiment harmonisés. On retrouve des feux qui font penser à ceux de la 405, qui font même penser à ceux de la future 306. Et vous noterez sur cet exemplaire l'interfeu accessoire d'origine qui a été rajouté par Adelin. Et je vais vous montrer après dans le coffre, on a pas mal de détails vraiment authentiques. Et puisque je vous parle d'Adelin, qu'on est dans sa magnifique région, vous savez qu'il a toujours des histoires magnifiques à nous raconter sur ses autos. Ici, c'est sa première voiture, celle de ses 18 ans. Donc je vais le laisser vous raconter un petit peu pourquoi avoir choisi une 309 et d'où vient celle-ci. Pourquoi une Peugeot 309 à 18 ans en première voiture? Et tout simplement parce que quand j'étais petit, mon père avait une Peugeot 309. Ma mère avait la 306 XND et mon père roulait en 309 turbo diesel. Et cette 309 turbo diesel, j'en ai plein de bons souvenirs, j'en étais complètement fou et amoureux quand j'étais jeune. Cet intérieur velours d'un confort. Et à mes 17 ans, j'ai commencé à chercher ma première voiture. Je voulais absolument une voiture des années 80-90 avec pour seule et unique condition qu'elle soit neuve, qu'elle soit jamais repeinte, première main, faible kilométrage. Vraiment la perle neuve
parce que j'avais vraiment derrière moi la vocation de garder ma première voiture, en faire vraiment un objet de collection. J'ai cherché pendant plus d'1 an une voiture. J'ai commencé à mes 17 ans. J'ai obtenu mon permis en mars 2016 et c'est qu'en juin 2016 que j'ai enfin trouvé ma petite perle rare. Mes parents se sont tirés les cheveux pendant des longs mois parce qu'on allait traverser la France entière pour aller voir des voitures. Talbot Horizon Premium, Sirocco Scala, 205 Indiana, 206 Roland Garros. Et c'est sur cette Peugeot 309 en juin 2016 que je suis tombé. Une vraie perle, une GT de 98 000 km, zéro défaut au contrôle technique. Elle avait l'air neuve en annonce. J'étais un peu étonné puisque c'était une phase 2 et je sais pertinemment qu'une GT en phase 2 ça n'existe pas. Donc je suis quand même allé voir la voiture. Et une fois devant, j'ai bien vu que c'était une vraie GT. Un port suisse, donc avec la spécificité d'avoir un moteur injection à cause des normes anti-pollution en avance, comparé aux modèles français qui, eux, étaient encore en carbu double corps. Et une fois devant la voiture, je suis complètement tombé amoureux. Cet intérieur velours, les odeurs, les bruits spécifiques, ça m'a vraiment rappelé ma jeunesse à bord de la 309 turbo diesel de mon père. Et coup de foudre, je suis reparti aussitôt avec. Sur cette finition GT, qui n'est pas une voiture à vocation sportive, mais bien une vocation bourgeoise, routière, on retrouve pas mal d'éléments assez distinctifs qui la rendent plutôt chic, à commencer par exemple par ces liserés chromés dans les pare-chocs avant. Vous voyez aussi qu'on a un petit spoiler ici. Également de très très fins liserés collés à même la peinture noire, qui sont une idée toute bête, mais qui rehaussent vraiment bien le profil de l'auto. Cet exemplaire est équipé de la magnifique option toit ouvrant, et c'est un grand toit ouvrant qui est vitré, vous pouvez le voir ici. Les rétroviseurs bien sûr, qui eux aussi rappellent ceux des Peugeot 405. Nous avons également des baguettes latérales qui ont un design assez travaillé, je trouve, avec un beau relief. Moi ça me plaît. Et puis au-dessus de ces baguettes latérales, une fausse baguette, juste un creux comme ça qui rajoute encore du détail. Au milieu des vitres, vous noterez qu'on a un espèce de sticker noir pour donner une impression d'unité. C'est très réussi. Et donc ici, sur la couvercle de malle, on retrouve sur cette finition GT et également sur les finitions SR, puisqu'en fait c'est la même voiture mais avec simplement un moteur qui diffère, le petit aileron qui a été rajouté. Clin d'œil un petit peu au concept Vera. Et d'ailleurs la 309 elle a un meilleur CX que la 205, preuve que les efforts ont payé. Vous noterez aussi sur la phase 2 qu'on a l'essuie-glace posé de manière horizontale, alors que sur la phase 1 il reposait verticalement comme sur une Renault Laguna, c'était moins beau. Et également les charnières de coffre qui étaient apparentes et qui maintenant sont cachées. Bref, la phase 2, c'est un peu la 309 de la maturité, beaucoup moins typée Talbot pour les fans d'histoire, mais à un détail près, vous avez encore des gouttières ici, alors qu'il n'y a pas de gouttière sur la 205. Ça, c'est toujours le détail qui trahit un peu la 309. Dernier élément, vous noterez l'ajout par Adelin de magnifiques jantes typées 205 GTI 1,6 L, mais qui sont tout à fait valides puisqu'elles étaient disponibles au catalogue accessoire de la 309 à l'époque, sans attendre la 309 GTI. Passons à l'intérieur de notre exemplaire totalement immaculé. Ça se sent que la voiture a à peine 126 000 km. Quand on ouvre les portières, tous les crans sont très nets, la poignée est très nette, tout est absolument nickel. Sur la GT, nous avons un bon équipement, on l'a dit, avec ici une sellerie entièrement en velours marron, que vous retrouvez bien sûr sur les sièges. Donc la porte est entièrement capitonnée, avec un peu... ouais, c'est vraiment moussé, c'est très très mou, on dirait presque du Sky. Un bel accoudoir poignet et les vitres électriques avec, petit détail, c'est vers le haut pour les redescendre, donc c'est l'inverse d'une voiture normale. Et puis vous avez également ici une enceinte puisque nous avons un autoradio. Donc l'intérieur sur la phase 2, la planche de bord est un peu moins typée mais un peu plus massive. En fait ce qu'il voulait c'était tout simplement lui donner un aspect encore plus qualitatif type Volkswagen Golf et aussi type Renault 19 puisqu'elle est sortie entre temps en 88. Il fallait un petit peu réagir. Allez, installons-nous. La portière est légère mais la fermeture sonne plutôt nette. Quand je vous disais que la version GT n'était vraiment pas une version sportive, c'est bien le cas et vous pouvez le constater notamment à ce volant 2 branches
qui ne change pas du tout par rapport à d'autres 309 de la gamme. La GT, c'est pas comme chez Citroën, une petite sportive un petit peu moins violente que la 16 soupape, non pas du tout. Ici, c'est simplement un gros moteur qu'on va aller voir juste après. Donc ici, un 1,9 litre à injection de 105 chevaux, mais pas du tout de décoration. Vous voyez, criard, on n'a aucune couleur dans l'habitacle en fait. La seule couleur qu'on a finalement, c'est le marron de ces sièges. Alors ces sièges, comment sont-ils? Eh bien, ils sont vraiment très confortables. Vous voyez que l'appui-tête est assez bas, mais bien sûr, il est réglable. Par contre, vraiment, on a un bon soutien au niveau des cuisses. L'assise n'est pas trop courte pour une voiture de cette époque. C'est un vrai plaisir. Et le moelleux, il est là. Au niveau des compteurs sur la GT, c'est très complet, très plaisant à l'œil. Donc à gauche, pression d'huile, le niveau d'essence, bien sûr. Compteur de vitesse, compte tour. Et à droite, température d'huile et température d'eau. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut. L'essentiel est là. Allez, démarrage du XU. Il faut bien le dire, hein, la planche de bord de phase 2, notamment dans sa partie haute, ici, elle fait un petit peu soviétique, un peu comme une planche de bord de 505. Moi, je ne suis pas vraiment fan. Par contre, la qualité est présente. Là, c'est un gros plastique. Il n'y a pas du tout de bruit parasite. Les boutons sont vraiment d'une bonne qualité. Là, vous avez une horloge numérique. Au-dessus, là-bas, et jusque sur la partie passager, donc c'est tout moulé d'un bloc. On a un espèce de soft touch qui n'est pas moussé, mais qui quand même inspire la confiance. Là, on sent... hein, et d'ailleurs, même dans ce décroché, on sent l'inspiration Golf Renault 19. Après, là, bien entendu, on retrouve des boutons de Peugeot 205. Il n'y a pas tout qui est super qualitatif, mais c'est quand même bien assemblé. Ici, vous avez une petite radio accessoire rajoutée ici d'époque. Levier de vitesse tout simple qu'on reconnaît, typique Peugeot. Boîte 5, rien à dire dessus. Un cendrier en bas, qui lui aussi est plutôt qualitatif. Et entre les deux sièges, bien, nous avons rien du tout, hein, pas de coudoir bien entendu. En revanche, Adelin m'a mis en garde que la boîte à gants, la poignée de boîte à gants était très fragile. Donc voilà, je vous le montre vraiment rapidement, mais elle est quand même plutôt profonde, donc il y a pas mal de place. Hop, voilà, c'est comme ça qu'Adelin traite ses voitures. Et enfin, les aérateurs sont un petit peu frêles. Puis l'habitacle est très lumineux, bien entendu, comme toutes les voitures des années 80, grâce à cette superbe surface vitrée, la bulle arrière qui offre une magnifique visibilité ici sur le lac, et l'incomparable option toit ouvrant que nous gardons ouvert ici et qui est d'ailleurs fumé, vous pouvez le voir. C'est un vrai plaisir de rouler avec et l'état de cet intérieur, il parle pour lui-même, je pense. Par rapport à la 205, la 309 gagne certes 35 cm, mais seulement 5 cm en empattement. Certains ont trouvé que le report sur le porte-à-faux arrière était un peu trop gros et que du coup l'habitabilité n'était pas forcément grandement améliorée. Eh bien, c'est ce que je vous propose d'aller voir tout de suite. On va s'installer aux places arrière. J'ai réglé le siège en position conduite. Alors déjà, la banquette, il faut noter qu'elle est plutôt accueillante. Ce sont deux sièges qui ont l'air d'être... c'est très étrange, je découvre ça en même temps que vous. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas alignés, comme s'ils coulissaient indépendamment. C'est très étrange, pourtant il y a 5 ceintures. Donc, bref, on va dire que c'est plutôt une 4 places, mais 5 personnes peuvent s'installer, bien entendu. Mais les sièges, vous voyez, sont bien creusés, ça a l'air vraiment accueillant. Franchement, la porte arrière, elle me paraît encore plus mate que la porte avant. J'ai une impression de qualité qui d'un coup s'est améliorée ici. Et avec le siège réglé pour moi, écoutez, j'ai une place colossale. J'ai vraiment une gigantesque place aux jambes. Un petit peu moins ici si vous avez un passager qui a de longues jambes. Mais franchement, il n'y a aucun problème, on est très très bien installé. On ne se sent pas du tout à l'étroit, quoi. Accoudoir ici pour les passagers. Cendrier individuel de chaque côté et bien sûr les vitres manuelles. On n'a simplement pas de bac de portière pour avoir un rangement, donc il n'y a aucun rangement en fait aux places arrière, pas d'aumônière non plus. Globalement, ce sont des places arrière qui invitent à la détente, au repos. Et alors la vue avec cette bulle, c'est vraiment parfait. Parlons peut-être de ce qui fait le meilleur argument de la 309, même au standard d'aujourd'hui, le fameux coffre, puisque l'allongement de la plateforme, eh bien ça sert à ça. Voilà. Et là, vous avez un argument absolument massu. La bulle de haillon s'ouvre sur un coffre, ici avec un seuil plus bas sur la phase 2, un coffre gigantesque de près de 400 litres de chargement. C'est colossal,
c'est carré, c'est plat, c'est vraiment génial. Et c'est notamment dû au fait que la voiture a des amortisseurs arrière quasi horizontaux, ce qui libère forcément énormément de place. Alors vous voyez, on a pas mal de petits documents vraiment uniques puisque c'est Adelin forcément. Donc je vous montre d'abord juste le fait que le coffre est entièrement capitonné et que la banquette est rabattable chaque dossier séparément, ce qui nous permet d'avoir un plancher plat. Ça c'est vraiment génial. Vous noterez que tout est en état complètement neuf, c'est magnifique. Donc on va peut-être commencer ici par notre boîte accessoire d'époque du fameux interfeu, et donc sur Adelin a conservé la grille noire. Ensuite nous avons dans l'ordre le nuancier Peugeot 1991, donc de la bonne année modèle, avec ici vous choisissez votre modèle, les configurations, tout ce qui était en fait disponible. Donc 309 ici, non, ici nous avons une grille Futura métallisée, et pour l'intérieur, je vais essayer de trouver ça, nous avons le velours Pisano Onagre. Alors je ne sais pas s'il y a un orange où il y a eu un problème d'orthographe ou si c'est bien Onagre, mais en tout cas voilà ce qu'on a. Vous pouvez le combiner du coup avec la couleur gris Futura qui doit être quelque part ici. Je vous les montre un peu tous. Ensuite, un dossier presse 309 phase 2, complet d'époque, bien entendu. Ce qui est fabuleux, hein. Vous savez que moi j'adore ça, les dossiers presse. Regardez-moi ça avec l'inspiration aérodynamique pour montrer que la voiture a bénéficié d'un vrai travail de design. Et vous avez ni plus ni moins que ici les photos d'époque avec l'AGT, tout simplement en première page. Donc l'AGT est censé avoir ces enjoliveurs la turbine, et donc là nous avons la 309 qui s'insère dans la gamme au milieu des 305 et 205. Alors pardon, je vous ai dit une bêtise, c'est le dossier de presse phase 1, pas phase 2. Ensuite vous vous demanderez sûrement pourquoi on a une brochure de 309 SRD Turbo, mais si vous avez bien écouté l'histoire d'Adelin, bien voilà, c'est parce que son père a roulé en 309 SRD et c'est pour ça qu'il a pris cette brochure-là et qu'il tenait à ce qu'elle soit dans la vidéo. Ensuite, le fameux livre, la 309 de mon père, avec une photo en couverture absolument sublime. Superbe photo, franchement. Excellent livre qui m'a permis de me documenter pour cette vidéo. Ici, l'Automobile Magazine de l'époque de sa sortie, avec en marque-page, s'il vous plaît, encore des photos de la 309. Ça, c'est le détail signé Adelin. Ici le projet C28, quand il était encore au début de son inspiration, on va dire, l'essai de la 309 à l'époque, avec tous les différents prototypes, vous voyez. Là, on aurait l'impression de voir une Ford Escort ou une Opel Kadett un petit peu. Et ça vous permet de voir la première planche de bord et la première calandre, et aussi le premier seuil de coffre. Et enfin, le carnet d'entretien, enfin la pochette avec le carnet d'entretien, où on voit le premier garage de notre 309, ici à Mérin, concessionnaire Talbot. Détail que j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure. Alors déjà, le porte-clés du garage Peugeot à Genève. Voilà. Et surtout, un équipement en plus. Notre 309 est équipé de la centralisation. Vous avez entendu ce petit bruit à l'ancienne. Dans une baie moteur tellement propre qu'on pourrait y manger. Voici donc le cœur de l'affaire, le 1,9 litre XU de notre version GT. Un moteur qui est déjà apparu sur la 305 GTX, qu'on retrouve aussi sur la BX GT, et qui est donc un 1,9 litre à injection, comme sur les GTI, mais qui développe ici, entre guillemets, seulement 105 chevaux. Mais enfin, c'est pas du tout seulement qu'il faut dire, puisque la 309, bien rappelez-vous, c'est une berline de 4 mètres seulement, qui pèse à peine 900 kg. Donc ça promet de sacrées sensations. Un très beau moteur, à l'ancienne mais modernisé avec l'injection, qui lui permet d'atteindre une vitesse très respectable de 190 km/h. Vous noterez qu'on a absolument toutes les étiquettes d'époque. Et j'ai plusieurs détails à vous montrer. D'abord le fait qu'elle a l'ABS, mais également la direction assistée. Et également ici le canister pour la recirculation des vapeurs d'essence, qui est spécifique à la version suisse. Une baie moteur à l'image de cette voiture, complètement neuve. Et on va aller pouvoir faire rugir notre 1,9 litre sur la route. Et nous voici à bord de la 309 GT. Mes premières sensations, c'est que, comme souvent en fait sur les voitures des années 80-90, la prise en main est extrêmement facile. Mais je trouve que le levier de vitesse est assez frêle, mais c'est pas dans un côté négatif. C'est plus, il communique vraiment bien. Et l'embrayage est un petit peu, on sent qu'il est un poil
un poil fatigué. Autrement, la 309 réagit vraiment au doigt et à l'œil. Et justement, ce côté un peu frêle, on sent qu'elle est fine, quoi. Elle n'est pas épaisse comme peut l'être, bien sûr, une Peugeot de la série D6. Ça fait que c'est très communicatif. Et puis les dimensions qu'on perçoit quand même assez réduites, donnent envie en fait on se sent en confiance avec la voiture. Ça donne envie, c'est vrai, d'arsouiller un petit peu. Mais bon, on va quand même rester sur un rythme raisonnable puisque c'est une routière, c'est une GT. Et le moteur est honnêtement, alors il est présent, hein, on l'entend, mais il n'est pas non plus super bruyant dans l'habitacle. On n'a pas de vibrations parasites. Et alors bien sûr, le confort de la voiture, c'est quelque chose, c'est souverain quoi. Les sièges prennent parfaitement derrière les cuisses, c'est très moderne, on est hyper bien installé, c'est pas trop mou, c'est moins mou que sur une Renault, mais c'est parfait en fait, tout simplement. Au niveau des suspensions, c'est aussi nickel, la voiture se fait oublier quoi, c'est moelleux, ça reste assez ferme, il n'y a pas beaucoup de mouvements de caisse. Et au niveau du freinage, puisqu'on arrive en agglomération, ça freine très bien. Il n'y a rien à dire forcément, hein. 900 kg à peine, une voiture qui est de conception des années 80, donc qui est quand même assez moderne. Vraiment rien à redire, c'est vraiment une voiture qui va droit au but, mais quand même avec ce charme d'être fine et du coup agile. Le volant est assez agréable, même si c'est pas le plus esthétique, il est bonne prise en main. Il aurait peut-être pu être en cuir, à la limite, on aurait pu vouloir ça. Il y a vraiment du couple, il y a même de la reprise, c'est ça qui est impressionnant. En 4e, ça repart sans aucun problème. Ouais, c'est assez impressionnant, la facilité en fait avec laquelle la voiture se déplace. Vous noterez aussi, vous entendez sûrement pas, comme moi, il y a une absence de bruit parasite, hein. C'est assez impressionnant parce qu'on sait que sur Peugeot, moins que sur Renault, mais quand même dans les années 80 il y a pu avoir des intérieurs avec des éléments frêles. Là, cette planche de bord de phase 2 qui se voulait robuste, épaisse, à défaut d'être très esthétique, elle fait parfaitement le boulot. On n'a pas de vibration parasite. Le toit ouvrant, on l'entend un petit peu, on entend que voilà, au-dessus de notre tête, c'est pas de la tôle tout simplement. Voyons un petit peu ce qu'a notre 1,9 litre dans les entrailles. Typique XU, on reconnaît immédiatement. Et ça marche vraiment fort, hein. Ah ouais, oh là là. On peut se faire vraiment plaisir avec la 309 GT. Et c'est très sain. C'est très très sain comme comportement. Quel bonheur. En plus tout paraît les changements de vitesse sont vraiment précis, il n'y a rien qui craque, suspension nickel, et ça marche vraiment fort, hein. Donc même si extérieurement elle n'a rien d'une sportive, à part sur celle-ci les jantes accessoires, franchement peut-être même pas besoin d'aller sur GTI pour se faire plaisir quoi. Et d'ailleurs me faisait remarquer Adelin, les performances pures de la GT sont vraiment pas loin de la GTI 130. Alors bien sûr pas de la 160, ça forcément c'est une autre planète, mais au niveau de GTI 130, c'est plutôt kiff-kiff. Ça me fait penser un petit peu, vous savez, cette proposition de la 309 GT à la Clio RSI, qui était pas loin de la Clio 16S en performance et qui avait pas mal de couples et qui était très agréable. Alors haute différence quand même avec la GTI qui fait qu'elle est un peu moins haut de gamme, moins ciselée, c'est qu'on a des freins arrière à tambour et non pas à disque. Alors après personnellement moi ça m'a vraiment pas posé de problème, je veux dire le freinage est très bon, hein. Mais voilà, la GTI avait quand même les 4 disques.
Et là en conduite un petit peu plus urbaine, bah écoutez, c'est un régal. C'est facile, c'est confortable, c'est sans histoire. Il n'y a pas de hoquet, il n'y a pas d'hésitation. Le 1,9 litre à injection marche parfaitement. Franchement, je dois vous dire que je suis vraiment... Alors je savais que c'était une bonne voiture, mais je suis vraiment très très agréablement surpris par l'homogénéité en fait de la voiture. Elle est très moderne, beaucoup plus moderne que l'esthétique assez carrée pourrait laisser penser. Elle est hyper confortable. Moi honnêtement, je lui mettrais juste une planche de bord un petit peu plus jolie. Et après, j'y vois aucun défaut, quoi. 309 GT, c'est peut-être la formule parfaite si vous ne voulez pas aller dépenser dans une voiture un peu star type GTI, même si ce n'est pas les prix de la 205 GTI. Vous avez la discrétion, vous avez le côté bourgeois, vous avez l'équipement et vous avez le moteur qui est capable de vous offrir des sensations tout à fait honnêtes, sportives, pimentées et avec un excellent châssis. Pour conclure, merci encore à Adelin pour sa disponibilité pour ce week-end, toujours sous le signe de Peugeot. Et vous voyez, on conclut dans son merveilleux garage avec la 309 en Superstar. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me laisser un petit like et puis à vous abonner pour soutenir mon travail. Si vous voulez que je filme votre Youngtimer, eh bien vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram ou bien un email à l'adresse qui s'affiche et on peut arranger ça. En attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.